Bonjour et bienvenue dans Rétrospectra, l'émission qui fait la rétrospective des événements e-sport, geek et pop culture de la scène locale et internationale. Au programme, ce mois-ci, nous avons la chance d'accueillir Mademoiselle RFA. Elle va nous parler des championnats du monde de League of Legends et essayer de partager un petit peu avec nous sa passion, nous expliquer quel est ce jeu vidéo, quels sont les enjeux de ce type de compétition. On va parler dans le hors-série de ce mois de la série Arcane, série qui fait grand bruit sur Netflix. Elle est inspirée, on peut dire, du jeu vidéo League of Legends. Vous voyez un petit peu les différents parallèles et les différentes thématiques de cette émission. Ensuite, nous allons monter dans la DeLorean du rétro-reportage pour vous parler un petit peu d'histoire. La sortie tant attendue de Age of Empires 4 nous a, on va dire, motivés à aller interviewer un archéologue et une figure très sédunoise, très locale. Ils vont nous parler un petit peu des cultures étrangères et de l'impact qu'elles ont eu en Suisse. Lily, aujourd'hui, ira interviewer Monsieur Neor, Monsieur Gabriel Ratano, vice-président de la SESF. Ils vont nous parler un petit peu plus précisément de sa structure, de ses passions. Bonjour et bienvenue les amis. Venez avec moi, je vous amène dans la faille de l'avocateur. League of Legends, ou comme on l'appelle plus communément LOL, c'est un MOBA en ligne. Ça se joue en équipe de 5 et on rentre dans la faille de l'avocateur, l'arène où le jeu se déroule, afin de prendre la base adverse. La base adverse, c'est un Nexus, 3 chemins défendus par des tourelles. Une partie de League of Legends, ça dure environ 35 minutes, mais ça, c'est uniquement si elle est serrée, ça peut durer beaucoup plus ou beaucoup moins. Chaque joueur de League of Legends a un rêve. Ce rêve, c'est de devenir le meilleur. Ça, Riot, ils l'ont bien compris. D'abord, on commence par des classés, où là, on peut améliorer son score individuel en accumulant des points et des victoires, mais aussi par les clashs. Les clashs, c'est donc une petite compétition que Riot a implantée dans son jeu et où l'on choisit nous-mêmes nos coéquipiers. On va en équipe vaincre d'autres équipes et on gagne quelques petites récompenses et surtout, on s'amuse. Par contre, ça, c'est un niveau moyen. Il y a des semi-pros comme au sport. Ça s'appelle la Division 2. C'est casté sur OTP LOL et c'est assez prisé. En général, c'est des petites structures e-sportives qui mettent leurs équipes dedans. Et le but, c'est d'essayer de passer à la Ligue supérieure. La Ligue supérieure, c'est quoi? C'est donc la LFL, Ligue française de League of Legends. Et elle a été mise en avant ces 2 dernières années parce qu'un grand streamer, Kameto, a décidé d'y implanter son équipe. Cette équipe est assez victorieuse et donc ramène un certain public, des audiences et des vues. Donc au final, League of Legends, c'est exactement comme le sport. Des saisons régulières, afin d'obtenir une place aux Worlds, des rivalités, comme par exemple celle entre l'Amérique du Nord et l'Europe, et surtout des jeunes talents qui sont propulsés au sommet. Maintenant, venons-en au fait. Le déroulement des championnats du monde de League of Legends, qu'on va plutôt appeler les Worlds. D'abord, il faut savoir qu'il y a des régions majeures et des régions mineures. Les régions majeures obtiennent des places en gagnant des points, on va dire. Et par exemple, l'Europe en avait gagné 2. Les régions mineures, elles doivent avoir la chance et le talent de gagner les play-in afin de pouvoir participer au championnat du monde. Bravo à l'Europe, on n'a pas été qualifié en finale, mais on a quand même réussi à vendre du rêve. Par contre, la finale, c'était Damwon, les favoris, qui viennent de Corée, contre les Edward Gaming. Et ils ont gagné! Ouais, trop bien, bien joué à eux. Et du coup, qu'est-ce qu'on gagne quand on gagne les Worlds de League of Legends? D'abord, c'est de l'argent. Le cash prize, là, c'était plus de 2 millions de dollars. Ensuite, on gagne en notoriété. Riot implante par exemple le logo des vainqueurs dans la faille de l'avocateur. Sinon, ce qu'on apprécie énormément, c'est les skins. Donc, c'est des skins payants à l'effigie des champions et des champions du monde. Franchement, c'est incroyable. On apprécie énormément, mais pourtant, être champion du monde, c'est aussi énormément de retombées et de pression. Parce qu'au final, les coachs, les présentateurs et même les spectateurs mettent une pression énorme sur les joueurs. Riot a bien compris que les Worlds ne sont pas uniquement basés sur le beau jeu. C'est aussi énormément de show. Ils font en sorte que la compétition soit belle et médiatisée. En tout cas, ils y arrivent très bien parce qu'à chaque ouverture de cérémonie, à la finale, ils arrivent à faire un show de plus en plus beau. Je vous explique. En 2017,
On a Against the Current qui est en train d'interpréter Legends Never Die. C'est donc l'hymne des Worlds de cette année-là. Durant le show, comme ça, sur les écrans, il y a un dragon qui arrive, qui se pose en plein milieu de la scène. Tout le monde est époustouflé, c'est magnifique. On adore ça. 2018, alors là, Riot, nouveauté, il crée un groupe de musique. Mais attention, le groupe, lorsqu'ils interprètent Popstar, donc l'hymne de cette année-là, ils ne l'interprètent pas tout simplement comme ça. Finalement, ils ont leur champion juste à côté qui est en train de danser et chanter avec eux. Évidemment, ça se passe encore une fois sur les écrans. Mais attention, mieux 2019, True Damage est créé. C'est un nouveau groupe. Et cette fois, qu'est-ce qu'il a de plus que KDA? On est comme ça, assis sur la scène, on voit absolument tout et pas besoin d'écran cette fois-ci. Parce qu'ils ont réussi à créer un jeu de lumière et des projections qui fait que le spectacle peut être suivi même sans écran. Incroyable. Cette année, ils ont réussi à faire quelque chose encore nouveau. C'est donc un show animé avec les musiques de la série Arcane qui sort le soir même et dont on parlera bien sûr un petit peu plus tard. Donc oui, je joue pas non plus énormément à League of Legends, même si je joue quand même de temps en temps. Il faut savoir que j'ai quand même découvert les musiques avant même d'y jouer. D'ailleurs, cette musique Enemy qui a été faite par Imagine Dragon, j'ai kiffé déjà perso. Et puis il faut savoir qu'elle a été vue 6 millions de fois sur YouTube en seulement 6 jours, donc c'est énorme. Donc oui, vous l'aurez compris, je vais vous parler de la série Arcane, si vous êtes totalement gaga du jeu League of Legends, qu'on appelle aussi LOL, ou bien des jeux produits par Riot Games, qui est une entreprise américaine de développement de jeux de vidéo. Je pense que cette chronique va vous plaire. Donc effectivement, Arcane a été produite par Riot Games et elle se trouve dans l'univers de League of Legends. RFA vous en a parlé tout à l'heure. Et ça peut éventuellement nous rassurer puisqu'ils sont les créateurs du jeu, donc ça ne devrait pas être trop dénaturé. D'ailleurs, la directrice de Riot Games nous l'a promis, je cite « Arcane a principalement été pensé comme une lettre d'amour à nos joueurs et à nos fans qui nous réclament toujours plus d'expériences cinématographiques pour les mener au plus profond de notre univers et de nos champions de League of Legends. » Donc on ne va pas attendre plus longtemps, je vais vous parler de l'histoire d'Arcane. Donc dans un premier temps, elle se situe sur les terres de Runeterra. D'ailleurs, petit aparté, sachez qu'il y a la possibilité de découvrir cette map sur Internet où on y apprend plein de choses. Par exemple, si on prend la cité Bilgewater, j'espère d'ailleurs que je prononce bien, eh bien on peut y découvrir son histoire, sa culture, les habitants qui y vivent, les outils qu'on utilise. Perso, j'adore l'idée de pouvoir me balader sur la map et d'en découvrir plus sur l'univers du jeu. Plongeons-nous à présent dans l'histoire des deux sœurs, des deux cités et de deux histoires différentes. Donc Arcane se déroule dans les cités siamoises Piltover et Zone, que tout oppose, mais situées au même endroit, l'une en haut et l'une en bas. Donc Zone est la ville basse, il y a très peu de lumière, on retrouve d'épaisses fumées qui sortent des canalisations rouillées, voilà, c'est crasseux, c'est sale. Mais malgré le fait qu'on soit dans une ville dangereuse, il y a quand même des côtés positifs. Par exemple, les citoyens sont plutôt dynamiques, la culture est très riche. Piltover est la ville haute, la ville florissante. D'ailleurs, on la surnomme la cité du progrès. Il y a une grande armée, elle est très influente. C'est vrai que tout ce qui est commerce, innovation, ce sont des mots qui représentent cette ville. D'ailleurs, elle germe tout le côté maritime de toutes parts puisqu'elle est en hauteur et qu'elle surplombe l'océan. Il faut savoir que toutes les richesses qui se trouvent en haut finissent toujours par se retrouver sur le marché noir en bas. Et puis en ce qui concerne les personnages, nous allons suivre l'histoire de Jinx et de Vi, deux sœurs qui encore une fois tout opposent. Donc l'une vit à Piltover, Vi, et l'autre vit dans la ville basse Zone, donc c'est évidemment Jinx. Pourtant, au départ, ces deux jeunes femmes vivaient au même endroit, à Zone. C'est en grandissant qu'elles ont pris des chemins totalement différents. D'ailleurs, c'est marrant car on retrouve cette opposition dans leurs traits de caractère. Par exemple, Jinx, qui est une criminelle, elle est très hystérique, impulsive. Tout ce qu'elle veut, c'est semer le chaos et ce, peu importe les conséquences. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment si les habitants de Zone l'apprécient ou non, parce que d'un côté, elle fait la misère à Piltover, mais de l'autre, ça n'arrange pas forcément les relations entre les deux cités.
À côté de ça, on a Vi, qui était une criminelle, c'est important de le dire. Elle est également impulsive, donc c'est un trait de caractère qu'on retrouve avec sa petite sœur. En revanche, c'est une personne loyale qui respecte uniquement les autorités puisqu'elle travaille à côté des gendarmes. Et puis même si elle a eu un passé très sombre parce qu'elle était chef de bande à l'époque, maintenant elle essaye de l'oublier aux côtés du shérif de Piltover. Mais ne vous inquiétez pas, on ne retrouve pas uniquement ces deux personnages dans cette série. Non, il y a plein d'autres personnages de LoL, comme par exemple Victor, Jace ou encore la fameuse Caitlyn. Il y en a encore d'autres, des personnages secondaires, mais là, ça sera à vous de les découvrir. Encore un sujet que j'aimerais évoquer, c'est le graphisme. On a pu le voir jusqu'à présent sur les photos et les vidéos, que voilà, on est sur quelque chose qui a vraiment une forte qualité. Je dirais même qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ce genre de dessin pour des séries. C'est carrément une bombe visuelle. Et ça a été créé par Fortiche, qui est une entreprise française située à Paris. Donc peut-être que vous connaissez, car ils ont déjà eu de très très gros succès, comme par exemple le célèbre groupe de K-pop KDA. Donc K-pop, je le dis, c'est de la musique coréenne. Donc personnellement, je trouve ça fou de savoir qu'elle a été produite par une entreprise américaine et réalisée par une entreprise française. Le mélange, perso, j'aime bien. Il faut savoir qu'il y a d'autres séries qui se sont inspirées de jeux vidéo, donc je vous ai fait une petite sélection. Donc on va commencer par Sonic, le fameux hérisson bleu que tout le monde connaît, voilà, qui est le plus rapide du monde, qui est un personnage emblématique des jeux vidéo. D'ailleurs, il y a eu plusieurs séries Sonic qui ont tous eu de très grands succès. Je vous ai sélectionné également Resident Evil, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont vu, où on suit Alice, qui est un ancien agent de sécurité qui se retrouve dans un monde où il y a plein de morts vivants, voilà, suite à un virus. The Witcher également, avec notre sorceleur préféré. Bon, en réalité, je ne devrais pas vraiment le compter dans l'eau puisque la série s'est inspirée des livres et non pas des jeux vidéo, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, donc je le compte quand même dans le lot. Donc pour finir, j'ai sélectionné Pokémon, bien évidemment, qui a été créé en 1997 avec plus de 1000 épisodes où on suit l'aventure de Sacha et de ses Pokémon. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on retrouve donc les jeux et la série, donc l'animé, qui se complètent parfaitement bien. C'est pour ça que je voulais le mettre absolument dans ce classement. Ensuite, je vous ai posé quelques questions sur Instagram avec un sondage, etc. Déjà pour savoir, est-ce que vous allez regarder la série Arcane, oui ou non? C'est vrai que c'était un petit peu mitigé en termes de vote. Pour ma part, j'ai regardé les 3 premiers épisodes, j'ai hâte de voir la suite. J'ai kiffé, perso j'ai kiffé, les graphismes sont ouf, et puis l'histoire entre les deux sœurs est très touchante, et puis je trouve que ça n'a pas trop été dénaturé par rapport à l'histoire originelle du jeu. Dans un second temps, je vous ai posé la question, que pensez-vous des jeux adaptés en Suisse? Donc pour ma part, j'en ai pas regardé énormément, mais pour ceux que j'ai vus en tout cas, j'ai apprécié. En revanche, je comprends le fait qu'on ne puisse ne pas aimer, étant une consommatrice des mangas et animés. Donc animés, ce sont des dessins animés japonais. Ils ont souvent essayé de les adapter en film et j'ai tout le temps été déçue puisqu'il manquait énormément d'informations ou même des choses ont été modifiées pour le film. Et voilà, donc je comprends parfaitement. En dernier lieu, je vous ai demandé quelles sont les séries de jeux vidéo qui vous ont plu et pourquoi. Donc c'est vrai que j'ai eu plein de réponses, The Witcher. Je le compte aussi dans le lot. Après, j'ai beaucoup aimé Pokémon, bien évidemment, c'est toute mon enfance. Autant les jeux que l'animé, bien sûr. Et puis, je mettrai aussi Warcraft. Je sais que beaucoup de personnes n'ont pas aimé, mais moi, je fais partie de ceux qui ont aimé. Sur ce, j'espère que cette chronique vous aura plu. Je vous laisse avec la suite de l'émission avec X. Eh bien, au programme du rétro-reportage de ce mois, nous vous avons préparé un plat assez délicieux, je l'espère. Il est en plusieurs parties. Dans cette première partie, nous allons vous parler de la grande sortie de ce mois, Age of Empires 4. C'est un jeu vidéo extrêmement attendu par la communauté et sa sortie fait déjà de nombreux débats. Qu'est-ce qu'Age of Empires? C'est un RTS ou Real Time Strategy Game, jeu de stratégie en temps réel en français. Pour simplifier, vous allez devoir disposer de nombreuses unités et bâtiments sur un plateau de jeu en 3 dimensions.
La saga des Age of Empires a bientôt 15 ans. Elle est sortie en 1997 avec le tout premier opus Age of Empires 1 qui a contribué, on va dire, à poser les premières briques du jeu vidéo de stratégie en temps réel. C'est un type de jeu vidéo extrêmement populaire. S'en est suivi Age of Empires 2 qui a été, on va dire, l'opus le plus populaire de la licence. Il y a encore aujourd'hui de nombreux joueurs professionnels qui font de nombreux tournois. Ensuite, logiquement, il y a eu Age of Empires 3 qui était, je trouve personnellement, pas incroyable et qui est assez rapidement tombé dans l'oubli. Puis finalement, après 15 ans d'attente, Age of Empires 4. Retour en 1997, j'avais alors 11 ans et tout le monde se demandait dans les cours d'école quel était le meilleur jeu de stratégie. À l'époque, il y avait énormément de concurrence, notamment la saga Command and Conquer, qui a vu de nombreux opus. Il a été réédité 5 ou 6 fois. Malheureusement, son développeur a arrêté de sortir des jeux il y a déjà plusieurs années. Du coup, il est relativement tombé dans l'oubli. On ne peut pas parler de jeux de stratégie sans parler des Warcraft. Warcraft 3 fait couler énormément d'encre, que ce soit via son Reforge, on vous en a déjà parlé plusieurs fois, ou même son édition originale qui à l'époque était un bangers sans nom. Warcraft 2 est très difficile à faire tourner de nos jours car les machines sont beaucoup trop puissantes. Nos processeurs créent des bugs en fait dans le jeu vidéo. On ne parlera même pas de Warcraft 1 qui est quasiment introuvable, sorti début 90. Les éditions, que ce soit numériques ou physiques, sont quasiment introuvables et sont des perles rares sur le marché. Impossible aussi de parler de jeux de stratégie sans évoquer la fameuse licence StarCraft. C'est littéralement StarCraft qui a créé le jeu vidéo compétitif. Sans StarCraft, pas d'e-sport, c'est aussi simple que ça. StarCraft a vu la scène professionnelle naître en Corée sur StarCraft 1. Puis StarCraft 2 a vu l'émergence des premières arènes de tournois, les premiers vrais stades où les joueurs viennent s'affronter. Elle a aussi vu l'émergence des joueurs foreigners, les joueurs étrangers qui vont commencer à rafler les titres aux joueurs coréens, notamment le fameux Serral qui a été champion du monde l'année passée. Age of Empires, dans tout ça, je pense qu'il mérite amplement la deuxième place. De nombreux joueurs professionnels ont commencé leur carrière, notamment The Vipers. The Vipers qui, encore aujourd'hui, a effectué sa transition sur Age of Empires 4. En parlant de transition, de nombreux joueurs de StarCraft 2 qui attendent un nouvel opus depuis des années maintenant, commencent eux aussi à migrer sur le jeu, qui voit une scène compétitive féroce commencer à s'y créer. Je vous propose de regarder un petit extrait de tournoi, histoire que vous visualisiez un petit peu à quoi cela ressemble. C'est le tout premier tournoi, il a eu lieu il y a quelques semaines, et il est déjà doté d'un énorme cash prize de plus de 20 000 francs pour le vainqueur. Le gameplay est relativement lent. C'est, on va dire, une marque de fabrique de tous les Age of Empires et on va pas se mentir, ça fait du bien. Si on compare un petit peu aux autres jeux vidéo de stratégie où ça clique vite, où il y a énormément d'APM, et bien pour le joueur un petit peu casual comme moi, c'est sympathique de se poser et de regarder tes paysans aller faire paître les moutons, aller récolter des baies ou juste aller couper du bois. Il y a une direction artistique relativement cartoonesque et ça contraste énormément avec le côté historique que le jeu se targue d'avoir. Les gamers ont donc tout naturellement été râlés sur les nombreux forums internet. Le directeur artistique, monsieur Zach Schlappy, s'exprime ouvertement à ce sujet. C'est un choix conscient. Il a choisi de donner d'énormes armes et des couleurs très flashy aux unités pour qu'on puisse les reconnaître extrêmement facilement et ainsi renforcer le côté stratégique du jeu. Ce choix artistique conscient fait débat, mais ce n'est pas la seule chose en effet. La saga des Age of Empires est une très vieille saga, je vous l'ai dit, et du coup elle hérite aussi de très vieilles mécaniques, notamment la génération aléatoire de cartes. Chaque carte va être générée de manière différente à chaque partie. Mais rassurez-vous, Age of Empires 4 c'est avant tout un mode solo. Vous pourrez y revivre des campagnes historiques qui sont inspirées de faits réels. Plus qu'inspirés, les développeurs ont pris grand soin à retranscrire de manière fidèle toutes les batailles que vous pourrez revivre. Vous pourrez jouer notamment les guerres de 100 ans ou les invasions mongoles. On peut donc incarner les peuples russes, chinois, anglais, français, indiens, mongols, arabes et le grand favori du public selon le magazine GameStar qui a publié récemment un sondage, le Saint-Empire romain germanique.
Rejouer toutes ces factions, loin des clichés et très proche de ces détails historiques, m'a donné envie d'en apprendre plus sur elles. C'est pourquoi je vous propose de monter avec moi dans la DeLorean du rétro-reportage pour remonter le temps et aller interviewer nos invités du mois. Je commence tout de suite par un archéologue qui je trouve est très intéressant. Je lui ai posé cette question très simple. Est-ce que les cultures étrangères ont laissé des traces intéressantes lors de leur passage en Suisse? Moi du passé, je te donne la parole ainsi qu'à ton invité. J'ai en ma compagnie monsieur Joël Demotz, archéologue de son état et passionné de culture et d'histoire, je pense en général. Bonjour Joël, comment vas-tu? Bonjour Joël, très joli prénom. Merci pour cette invitation. Donc pour répondre à ta question, en fait, des cultures qui sont venues en Suisse, on en a eu énormément. Ici, ce qu'on a derrière nous, c'est le petit chasseur et finalement, c'est parmi les premiers habitants de la Suisse, le néolithique. Le problème, c'est que de ces personnes, on a, à part des traces archéologiques, nous n'avons rien du tout. Et depuis ce moment, on a eu énormément de personnes qui sont arrivées. Sauf qu'on a eu un grand problème. Un autre peuple est arrivé et a conquis la région. C'est le peuple romain, avec l'arrivée de César. Ce peuple romain s'est ensuite transformé en empire et ils sont restés ici pendant presque 500 ans. En 500 ans, on a eu une arrivée d'énormément de peuples germaniques, à la fois en Suisse romande, mais aussi en Suisse allemande. On pourrait citer les Burgondes, les fameux Burgondes, ici, à la fois dans le Valais, mais aussi finalement dans tout le canton de Vaud, et même un petit peu plus loin. Donc ces Burgondes sont restés ici assez longtemps, jusqu'à que le Saint-Empire romain arrive, avec la très grande maison de Savoie, qui a annexé le canton de Vaud, mais aussi une grande partie du Valais. Après eux, il y a eu les Bernois, tout simplement. Et après les Bernois, finalement, c'est nous, à peu de choses près. Donc on peut voir des peuples qui sont passés en Suisse, on en a eu énormément. Et là, je vous ai résumé. Tu sais que la thématique en gros du jeu du mois qu'on va parler sur Retrospectra aujourd'hui, c'est Age of Empires 4. Ils vont nous parler, on va pouvoir jouer différentes races, dont celle du Saint-Empire romain. Tes éclaircissements vont nous permettre de comprendre un petit peu mieux, on va dire, le potentiel historique de cette race. Je vois que tu es venu aujourd'hui en costume. Absolument, alors je suis en costume, je suis même un costume gaulois, on pourrait même dire dans votre jeu un costume celte. Le problème, il y a quand même un grand problème, c'est que les Celtes, c'est vraiment quelque chose de très 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 vaste. On en retrouve de l'Espagne à l'Angleterre actuelle, même jusqu'en Turquie. Donc c'était vraiment une multitude de peuples différents et les Gaulois sont une partie de ces peuples. Sauf qu'on ne pourrait pas parler d'un seul peuple gaulois, c'est des peuples gaulois. Moi je suis là un Nantuat, un habitant du Chablais. Le plus connu c'est évidemment les Helvètes. Confédération helvétique, ça vous dit quelque chose? C'est de ceux qui sont venus. Quand je t'introduisais, j'ai rapidement expliqué que tu étais archéologue. C'est un métier qui passionne vraiment les foules, en tout cas qui stimule généralement la curiosité des gens. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ah oui, l'archéologie, en fait, c'est à la fois un métier et une passion. Donc, c'est l'étude de l'histoire à travers les fouilles archéologiques, à travers le mobilier. En fait, quand on imagine l'archéologie, on pense tout de suite à l'archéologie de terrain, donc aller faire des fouilles. Sauf qu'il faut énormément de choses à l'avance. Il faudra déjà trouver le lieu, faire des premiers repérages. Ensuite, il y aura les fouilles, donc on va suivre les pelles mécaniques. Ensuite, si on a de la chance, il y aura des vestiges qu'on va non seulement devoir déterrer, mais qu'on va aussi photographier, dessiner, bref, on va devoir documenter, car il faut imaginer que la plupart des choses, là on a de la chance, mais d'habitude, il ne reste absolument plus rien, tout est détruit. Donc ça c'est la partie vraiment de la fouille, et ensuite il y a une énorme partie qui est l'étude du mobilier, l'étude des plans, l'étude des photos. Il faut imaginer un reportage ou alors un photographe, il va mettre quelques semaines à faire le traitement des photos. Les fouilles archéologiques, c'est la même chose. Il va falloir faire un grand traitement pour avoir à la fin un rapport de fouille. Donc c'est énormément de temps et beaucoup de choses qui ne sont pas vues. Mais moi actuellement, je fais surtout de la médiation culturelle. Donc prendre ces fouilles archéologiques et l'expliquer au public. J'ai remarqué malheureusement que beaucoup de fois, les gens ont des idées préconçues, etc. Donc mon but, ça va être de casser les clichés et d'essayer de présenter la réalité la plus proche de ce qu'on la connaît. Donc par exemple, tout simplement les menhirs, il faut imaginer que ce n'est pas du tout gaulois, c'est de l'époque néolithique, donc il y a presque autant de temps entre ce menhir et moi, qui suis gaulois, contre moi et vous à l'époque moderne.
c'est déjà un grand cliché qu'on peut essayer de casser, par exemple. Je vois, pour le coup, on peut remercier Astérix de nous avoir amené beaucoup de rires, mais aussi beaucoup de bêtises, peut-être, qui sont corrigées par ce genre de personnes qui voilà, sont, je trouve, essentielles à notre culture générale. Pour terminer un petit peu cette petite interview, ce petit portage, je vais te poser une question un peu classique. Donc tu sais que nous, on parle de jeux vidéo à la base. Est-ce que toi, en tant que personne, tu as des jeux qui t'ont marqué, on va dire? Alors un des jeux qui m'a beaucoup marqué et qui m'a finalement continué d'aller sur la voie de l'histoire où je voulais, c'est tout simplement un ancêtre de ce que vous allez présenter. C'est Age of Empires 2 qui est un jeu de stratégie qui m'a énormément passionné et j'y ai passé un nombre incalculable d'heures dessus. Donc très beau. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié le jeu. Ouais, on a ça en commun. Étant enfant, j'ai aussi perdu pas mal d'heures sur ce jeu. Est-ce que tu avais une race que tu préférais jouer? Alors j'ai toujours aimé le peuple des Goths par exemple, je les trouvais très très intéressants, ainsi que les Vikings, même si bon, Les cartes marines. les cartes marines, absolument. Voilà, voilà. Bon, ça, c'est une petite private joke pour les initiés, mais on va dire que c'était pas les cartes les plus incroyables à jouer. Ceux qui connaissent comprendront. Anyway, on va continuer notre petite série de reportages. Maintenant, on va monter directement au château de Tourbillon pour aller parler plus spécifiquement d'autres races qui auraient pu influencer ou en tout cas qui ont pu habiter notre très chère Suisse. Moi du futur, je te rends l'antenne pour la suite du reportage. J'ai pu apprendre pas mal de petits détails très intéressants. Ceci dit, ma soif de savoir n'a pas été étanchée. Je repars donc tout de suite direction Sion et le château de Tourbillon où un invité exceptionnel nous attend. Il va nous en apprendre un petit peu plus sur ses différents habitants. Et je suis accompagné par monsieur Cédric Yossen qui va nous parler un petit peu de ce lieu mythique, je pense, et des influences que toujours les cultures extérieures auraient pu avoir sur notre beau canton du Valais. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Mais bonjour, ça va bien, merci. Du coup, monsieur, je crois que vous êtes un spécialiste de ce lieu, on peut dire. Je suis le responsable du château, oui. Oui, oui. Mhm. Est-ce que vous arrivez à nous parler un petit peu, pour nos spectateurs, en tout cas, de cette magnifique chapelle dans laquelle nous nous trouvons? Oui. Alors, la chapelle Saint-Georges, c'est une chapelle qui a été construite en même temps que le château de Tourbillon. Donc, le château de Tourbillon, c'est 1297-1298. Il est fini, on ne sait pas trop, mais en tout cas en 1308, il y a déjà des actes qui ont été signés dans une pièce chauffée et fermée. Donc le château, après 10 ans, il était déjà bien en cours de construction, presque fini peut-être. Donc c'est court pour ça. Et donc la chapelle, eh bien, elle est là parce que c'était un prince-évêque. C'est la résidence du prince-évêque ici. C'est la chapelle Saint-Georges. Et ce que vous avez là, derrière nous, eh bien, c'est une chapelle qui a résisté à 3 incendies. Le château va brûler 3 fois. Ce que vous avez ici, c'est d'origine. C'est jamais tombé, ça n'a jamais brûlé, alors que tout le reste du château va être détruit. Ah, je vois. Et c'est assez magique de voir encore ça ici. Et c'est surtout extrêmement méconnu. Les gens ne savent pas qu'il y a cette chapelle dans laquelle on est aujourd'hui. Oui, j'ai entendu dire même, je crois qu'un incendie avait brûlé depuis carrément la ville de Sion, il me semble. Exactement. C'était remonté jusqu'ici. Oui. Et la chapelle en est réchappée. Oui, c'est le grand incendie de la ville de Sion. 1788, c'était le 19 mai, il faisait déjà chaud, sec, et avec le vent qui va amener le feu depuis un incendie qui part depuis la vieille ville. Vous vouliez nous parler aussi, je crois, un petit peu du mur qu'il y a derrière, des différentes fresques, en fait, Oui. fresques, excusez-moi, qu'on peut voir. Oui. Alors, je me permets juste de vous dire que ce ne sont pas des fresques, Ok. c'est une peinture murale. Je le dis souvent pendant les visites parce que la fresque s'est faite sur un support à la chaux et il faut que cette chaux elle soit fraîche. Et quand on peint sur cette chaux fraîche, c'est peindre à la fresque. Ça veut dire que c'est peint sur un support qui est humide. Et puis après, il y a une réaction chimique qui s'opère. Et puis les peintures, elles vont être dedans. C'est un petit peu ce que vous avez sur vos Oui, bras. je vois sur les. Vous avez des fresques, vous. Alors, chapelle Saint-Georges. Saint-Georges, il est juste derrière vous, en fait. Et alors, on a de la peine à le voir, mais il suffit juste de dire quelques petits mots et puis on arrive à le faire. Alors, vous avez le Saint-Georges qui est ici.
En fait, il est sur son cheval. Alors, on distingue son cheval ici avec ses deux oreilles, l'œil ici, le naseau, l'embouchure. Vous avez ici le poitrail, les deux jambes de devant avec les sabots, un petit peu de crin ici derrière. Et puis Saint-Georges qui est là-dessus avec son auréole et sa chevelure ici. On distingue, quand on sait, hein, bien sûr, mais c'est toujours plus facile, on distingue son bouclier et puis le pied dans son armure ici. Puis Saint-Georges, eh ben, il est toujours représenté avec celui-ci, ici. Donc là, vous avez un dragon. Donc le dragon, en fait, il est terrassé par le cheval. Vous avez son aile ici, le cou du dragon, son œil qu'on distingue très bien, avec une dent juste ici, la gueule grande ouverte. Et Saint-Georges transperce le gosier du dragon pour venir sauver en fait la princesse qui est enchaînée au dragon. Saint-Georges, il est toujours représenté avec un dragon. Ici, vous avez une petite surface là, avec on la voit bien avec vos lumières, avec du turquoise ici. C'est une couche de peinture supplémentaire qui a été mise au XVe siècle pour cacher ces peintures-là, parce que la mode au Moyen-Âge, c'est la même chose qu'aujourd'hui. Eh bien, là, on a voulu faire un nouveau cycle de peinture et on a recouvert toutes ces peintures avec d'autres peintures. Et ces autres peintures, eh bien, en fait, elles n'ont pas résisté au temps que celles qui sont en dessous. Évidemment, elles ont protégé celles-là. Puis elles sont tombées, mais on en a récupéré 22 morceaux, des morceaux assez conséquents, et qu'il faudra monter, parce qu'il se trouve ici, dans la chapelle, non pas exposé ici, mais dans la sacristie, et il faudra monter pour voir ça, parce que c'est très intéressant de voir 2 cycles de peinture. Et on peut presque parler de plusieurs époques, du coup, qui se mêlent. Tout à fait. Plusieurs époques qui se mêlent, et puis on voit bien. C'est intéressant, parce que quand on pense Moyen-Âge, souvent les gens ont toujours un peu la même vision des choses, mais le Moyen-Âge, ça dure 1000 ans. Comme si c'était un bloc, en fait. Oui, exactement. Alors, c'est des tas de petits blocs, en fait, qui en forment un gros. Le château de Tourbillon a été construit il a été mandaté par un prince-évêque. Prince-évêque parce que pendant 600 ans, un petit peu plus de 600 ans, eh bien, les deux pouvoirs, le pouvoir politique, c'est le pouvoir temporel, et puis le pouvoir religieux, le pouvoir spirituel, sont dans les mains d'une seule et même personne. Et c'est un prince-évêque. C'est pour ça, vu qu'il a des titres politiques, c'est pour ça que on lui donne le titre de prince, etc. Ils ont mixé les deux, en gros, Exactement. pour montrer qu'il a presque plein pouvoir, en fait. Alors, il a carrément les deux pouvoirs, ouais. Et c'est un prince-évêque de la vallée d'Aoste qui va venir. Donc oui, c'est un style totalement différent de ce qu'on peut avoir dans la région, et entre autres Valère qui est tout près. Donc on peut voir qu'on a bel et bien en Suisse été issu d'énormément de cultures différentes. On peut parler des Romains à Martigny, ici, voilà. Oui, les Italiens, vous dites les princes. Oui, mais les Romains ici aussi. Hein, oui, aussi. Oui, bien sûr. Moins du côté militaire que Martigny, mais quand même. Je suis ravie de pouvoir vous présenter Gabriel, qui est avec nous aujourd'hui, qui fait partie de la SESF, Swiss eSport Federation. Bienvenue à toi, Gabriel. Bonjour, merci de m'accueillir. Déjà, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur la SESF ? Oui, tout à fait. Alors la SESF, aussi appelée Fédération Suisse d'e-sport, est donc une organisation qui vise à promouvoir l'e-sport en Suisse auprès à la fois de la population en général, mais aussi des acteurs du milieu. Et ce qu'on fait aussi, c'est connecter les acteurs du milieu de l'e-sport et s'occuper de développer des projets, de les aider pour que leurs activités soient durables sur le long terme. D'accord. Et est-ce que vous faites des événements caritatifs des fois? Alors, ça nous est arrivé une fois l'année passée où on a récolté des fonds pour Médecins sans frontières avec l'organisation d'un stream caritatif qui était, il me semble, pour les aider à faire face à la pandémie du Covid. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'investis autant? Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de te lancer dedans?
Alors, je dirais ma passion principalement, j'ai découvert l'e-sport à travers le monde du gaming d'abord, évidemment, mais à travers des associations universitaires qui ensuite m'ont fait transitionner vers la fédération avec le projet d'arbitrage au début et après avec des tâches plus de gestion et maintenant la vice-présidence. Je dirais que c'est par amour et soin pour la communauté aussi, je pense. Il y a cette grosse composante de être là pour la communauté, m'investir pour la communauté, mettre de l'effort pour qu'on aille tous vers l'avant ensemble, et aussi pour représenter cette communauté qui des fois a de la peine à trouver sa représentation publique, que ce soit enfin comment dire, politique, économique, relationnelle, etc. Euh, c'est pour ça, je pense que je suis autant investi là-dedans. C'est pour les gens. En fait, on va pas mal parler de jeux qui sont inspirés de l'histoire. Je veux savoir ce que toi, tu en pensais. Alors, moi, je pense que les jeux inspirés par l'histoire, bah, alors évidemment, hein, il y en a plein. Ils peuvent être très bien comme très nuls. Et je pense que l'histoire, de façon générale, c'est un espèce de, bah, c'est un puits sans fond de contenu pour le jeu vidéo tel qu'il a été pour le cinéma ou pour n'importe quelle autre forme d'art. Je pense qu'il y a beaucoup de jeux qui se font, il y a toujours beaucoup de jeux qui vont continuer de se faire en relation avec l'histoire. Et à titre personnel, je les apprécie pas mal souvent parce que l'histoire, c'est toujours quelque chose qui m'a énormément intéressé, que j'ai étudié, etc. Et donc du coup, pour moi, ce genre de jeux sont quand même ont un rôle important, disons, dans mon paysage personnel vidéoludique. Est-ce que toi, justement, il y a un jeu qui t'a marqué par rapport à ça? Alors, oui, je dirais de jeux inspirés d'histoire. Il y en a plusieurs parce que j'ai joué à beaucoup de jeux qui sont inspirés d'histoire, mais je dirais que peut-être celui qui m'a le plus marqué, c'est la série Assassin's Creed probablement Oula. que tu viens de mentionner. Ouais. Particulièrement, je pense à l'époque Assassin's Creed 2, 3 et 3.1, 3.2 et 3.3, Mhm. tout ce qui se passait pendant la Renaissance. C'est quelque chose qui a beaucoup contribué, je dirais, à la fois à m'apprendre des choses par rapport à l'histoire et à la fois à stimuler mon intérêt et à peut-être me donner envie d'étudier l'histoire de façon générale. Après, évidemment, sinon, à part Assassin's Creed, hein, qui m'a énormément marqué, c'est probablement la série des Age of Empires, qui sont les premiers jeux que j'ai joués de ma vie. Mhm. Donc forcément, ça marque. Sinon, je suis un grand j'apprécie beaucoup les autres jeux de stratégie tels que la série Total War ou Anno, qui sont aussi pas mal inspirés de différentes époques historiques. Mhm. Et est-ce qu'il y a une période de l'histoire que tu aimes particulièrement, dont on ne retrouve pas forcément dans les jeux et tu souhaiterais qu'on les mette en lumière en fait? Oui, alors j'y ai pas mal pensé parce que c'est pas facile. Il y a beaucoup de périodes historiques qui sont couvertes par les jeux, mais il y en a une que j'aime, enfin que j'apprécie particulièrement parce qu'en fait, elle est relativement inconnue un peu ouais, dans le monde du jeu vidéo particulièrement, mais en général, on l'étudie pas trop aussi en Occident. C'est la période Edo de l'histoire du Japon. Ah oui, c'est C'est vrai, j'avais pas pensé. Intéressant, ouais. La plupart des jeux vidéo qui sont basés sur le Mhm. Japon se déroulent en général plus au XIIe, XIIIe siècle, autour de ces dates-là, alors que la période Edo, c'est de 1600 à 1850, plus ou moins. Et enfin, c'est très intéressant, c'est une période de l'histoire du Japon qui est très particulière, c'est là où il y avait bah, voilà, le système féodal, etc. Et je pense que ça ferait un excellent euh, matériel pour des jeux vidéo. Je pense que la communauté d'ailleurs a longtemps demandé, et le demande toujours, un Assassin's Creed qui se déroule dans cette période, par exemple. Ce serait très intéressant. Oui, bah, je pense que j'y jouerais si ça sortait. Je sais pas si tu joues un petit peu à LoL ou si tu as vu, il y a une Oui, série pardon, qui est sortie récemment qui s'appelle Arcane. Est-ce que tu l'as vu déjà ou oui? oui, je l'ai vu et je dois regarder les 3 nouveaux épisodes aujourd'hui. Oui. Ouais, c'est très bien. J'apprécie beaucoup. C'est bon, c'est probablement la première adaptation cinématographique d'un jeu vidéo qui est bien, que je connais, parce que j'en ai vu beaucoup, et elles sont toutes Mhm, très nulles. mhm. C'est vraiment bien. On voit qu'ils ont mis beaucoup d'efforts. C'est très accessible pour un public qui n'est pas familier du tout avec League of Legends, qui est le jeu dont la série est inspirée. Et au-delà de ça, c'est vraiment très qualitatif. On voit qu'ils ont travaillé pendant 6 ans sur la production. C'est très bien écrit, les personnages sont attachants. Oui. C'est très beau. L'animation en soi, la direction artistique est vraiment exceptionnelle, je trouve. Et j'ai hâte de voir la suite parce que ça promet. C'est très bien, je recommande. Eh bien écoute, merci beaucoup Gabriel encore une fois pour avoir accepté cette invitation. Je vous laisse à présent avec X pour la suite.
Rétrospectra, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Ceci dit, je tiens à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous regarder et à nous soutenir. En parlant de soutien, n'hésitez pas à faire un petit tour sur les réseaux sociaux. La prochaine émission aura lieu le jour de Noël, le 25 décembre. Et qui dit Noël dit petit cadeau. Du coup, restez attentifs. Voilà. Dans tous les cas, je vous fais des gros bisous à tous et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au mois prochain pour une nouvelle édition de Rétrospectra.